Après le succès retentissant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport et ses maisons régionales de la performance continuent de mettre en lumière les enseignements précieux des experts de la performance. Héritage unique de connaissances et expériences de sportifs, experts et entraîneurs, bienvenue dans les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons du sommeil avec Charlotte Edelsten. Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de la performance. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Et aujourd'hui, on accueille, elle nous accueille plutôt parce qu'on est, on est à l'école nationale de ski et on est avec Charlotte Edelsten. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Oui, je m'appelle Charlotte Edelsten. Je suis anglophone, anglaise à la base, mais j'habite à Chamonix depuis 20 ans maintenant. À la base, j'avais fait mon doctorat en Angleterre sur le sommeil et l'activité physique. Et il y a 20 ans, j'avais déménagé ici. J'avais travaillé en Suisse à la HUG, l'hôpital cantonal de Genève, dans le laboratoire du sommeil pour mon post-doctorat pendant des années. Et depuis les dernières 8-10 ans, je me lance plutôt sur le sommeil dans les athlètes. Je travaille principalement qu'avec les athlètes maintenant et le sommeil dans plein de différents facteurs, mais c'est ça qui m'intéresse maintenant. Alors, on va parler de sommeil. Est-ce que tu peux déjà définir un petit peu ce qu'est le sommeil ? De quoi parle-t-on en fait ? Que ce soit qualité, durée, est-ce qu'on dégrossisse un petit peu ? Je crois quand on parle de sommeil et les athlètes, parce que surtout nous on est là aujourd'hui pour parler au niveau des athlètes et le sport, le sommeil et le sport. Je crois que le sommeil, c'est bien reconnu maintenant d'être le principal facteur de récupération maintenant pour les athlètes. C'est vraiment important et c'est fondamental. Je trouve que c'est vraiment fondamental. On peut avoir une nutrition parfaite, mais si on ne dort pas très bien, ça ne marche pas très bien. Donc, pour moi, je trouve le sommeil, c'est très fondamental. Oui, quand on parle de sommeil, c'est qualité et quantité. Alors, on parle un petit peu de les deux et c'est sûr que quand on parle de la population générale, globale, oui, entre 7 et 9 heures, c'est bien, mais quand on parle des athlètes, on sait bien que la plupart des athlètes, ils ont besoin pour plus que 9-10 heures de sommeil par nuit. Ça ne veut pas dire qu'il arrive à avoir 9-10 heures de sommeil chaque nuit. C'est compliqué pour les athlètes, on sait bien. Ça peut être très compliqué, mais au niveau de la quantité, c'est important, mais souvent qualité, ça joue aussi. Et alors, du coup, comment t'évalues cette qualité ? Parce que la quantité, c'est facile. Et la qualité, comment on l'évalue ? C'est, je veux dire, si on se réveille la nuit ? Ouais, la première question pour moi, c'est comment vous ressentez dès que vous se levez le matin. Si quelqu'un me dit qu'il sent bien, il a l'énergie pour maintenir leur journée, il peut s'entraîner, l'humeur, c'est bon. Plus ou moins, le sommeil, j'imagine, c'est bon. Hein. Je commence toujours par le subjectif, c'est très important pour moi. Je pose des questions. Comment c'est le temps d'endormissement ? Est-ce que le temps d'endormissement c'est bien ? Est-ce que c'est long ? Est-ce qu'il y a des réveils pendant la nuit qui sont longs ? Est-ce que tu te réveilles trop tôt le matin et c'est difficile de rendormir ? Oui, ça joue sur la qualité. Donc si le sommeil c'est fragmenté, ça c'est très important. Mais le feeling c'est très important le matin. Si quelqu'un me dit je suis bien, je sens bien. Et donc tout ce qui est outils connectés, est-ce que ça peut aider ça, ou c'est vraiment, comme tu dis, le ressenti personnel ? Oui, ça aide, bien sûr. Le montre connecté, le Oura, le Whoop, les bracelets, les matelas connectés. Il y a plein de façons maintenant de regarder les données objectives. Et bien sûr, ça aide, c'est important. Mais pour moi, je commence toujours par le feeling subjectif. Ça, c'est important parce que les montres, souvent, ça donne les données pas très correctes. Ils sont pas super précis, surtout sur le niveau de sommeil profond, les stades de sommeil. C'est pas possible qu'un montre connecté peut te donner le stade de sommeil. C'est pas possible. Donc, à la base, ils sont des accéléromètres. Donc, ça capte le mouvement et la fréquence cardiaque. Je crois qu'ils sont intéressants pour les tendances à long terme. Donc, on peut voir les changements. Ça, c'est intéressant. On voit si quelque chose, ça change beaucoup. OK, pourquoi pas. Mais je dis toujours à pas mal des athlètes, il faut juste être un peu... Fais attention. Fais gaffe avec, parce que j'ai pas mal des athlètes qui vont me dire « Mais ma montre m'a dit que j'ai pas dormi. » Est-ce que tu as dormi ? Oui, ok, tu as dormi. Donc, ça va. Donc, il faut juste faire attention un petit peu. Mais ça peut être utile, mais juste... Ok. Et tout à l'heure, tu disais...
Bon, tu préconises entre 9-10 heures pour les athlètes de haut niveau, mais en général, ils n'y sont pas. Est-ce que tu l'expliques? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'ils ne sont pas à 9-10 heures? Il y a plein de facteurs. Je trouve souvent, les athlètes, ils comprennent, ils savent que le sommeil c'est important. Il fait un bon job, hein, il essaie bien, il priorise, c'est important. Mais souvent, quand c'est off-season ou quand ils sont à la maison, ouais, tout va bien. Mais quand ils sont en compète, ça c'est compliqué. Quand ils bougent à l'hôtel, quand il y a des athlètes qui font 150 jours de compète par an, c'est très compliqué. On a le facteur environnemental qui joue, on a le facteur de stress cognitif qui joue, la nuit avant le compète, si le compète il va bien, il va pas très bien, ça joue aussi. Donc il y a plein de facteurs qui jouent sur ça. Aussi, on voit souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent les athlètes, c'est parce que c'est pour ça ils ont les athlètes de très haut niveau, mais il a une prédisposition, je voulais pas dire anxieuse, mais high stress ou tendu, parce qu'ils sont hyper compétitifs, ils veulent bien faire, donc quand il y a quelque chose, et il y a souvent la tendance d'être assez perfectionniste aussi, et quand il y a quelque chose qui n'est pas parfait, ça fait du stress aussi. Ça peut être environnemental, je suis dans un hôtel, il y a des conséquences pour cette compète-là qui est difficile, ou on sait bien, il y a pas mal des études qui sont sorties, pas mal depuis des années, et on sait bien, si on prend une population des athlètes, normalement on a plus que 55% qui va être cliniquement diagnostiqué avec une insomnie. La plupart, à peu près 55-60% des athlètes, il y a un trouble de sommeil clinical. Donc ça veut dire qu'ils se réveillent pendant la nuit, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a un souci avec le sommeil. Soit il se réveille pendant la nuit, soit il n'arrive pas à dormir, ça prend des heures pour s'endormir, soit il réveille à 4 heures du matin et la nuit c'est fini. Mais il y a pas mal des athlètes, il y a une étude qui était sortie il y a des années qui a dit que 50% les athlètes dans les Olympiques, ils ont dit qu'eux-mêmes, ils sont mauvais dormeurs. Donc c'est quelque chose qui va un petit peu hand in hand avec les athlètes. Le sommeil, ça peut être compliqué. Après, tu vois, nous, on est tous les deux basés dans un Krebs et je me posais cette question déjà du téléphone avant de se coucher. Et puis surtout, on a beaucoup de jeunes qui dorment à deux dans une chambre. Et je sais que ça, des fois en déplacement, ça peut être problématique parce qu'on peut être réveillé par le voisin et tout. Et quel est ton regard là-dessus, notamment chez les jeunes? Alors à la fois le téléphone et à la fois le fait de dormir à deux. Il y a pas mal de choses là. Le premier, c'est que j'essaie de conseiller les athlètes de gérer leur environnement. Tu sais bien déjà que ça va être compliqué avec un roommate. Ouais, ok, amenez les boules de caisse. Il faut s'habituer. Ouais, mais j'aime pas les boules de caisse. Ouais, il faut apprendre parce que ça va te sauver. Donc apprendre d'utiliser les boules de caisse, un masque pour la nuit. L'écran, c'est un sujet très compliqué. Bien sûr, l'idéal, c'est qu'il arrête le portable 1 heure, une demi-heure avant de se coucher. Oui, on sait bien, ça joue sur la mélatonine, sur leur sommeil. Pour moi, le problème un peu plus compliqué, c'est qu'il ne sait pas comment arrêter. Hein. Et le problème de dire non, tu n'as pas le droit de regarder ton portable, c'est pas raisonnable. C'est les jeunes, ou même pas les jeunes, mais c'est les athlètes qui ne sont pas à la maison. C'est la seule façon de parler avec leurs parents, leur famille, leurs amis. C'est la seule façon souvent de se détendre. Ils sont dans un hôtel, en chambre, toute seule. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se détendre? Ok, ça c'est un côté. Je dis souvent, ok, la règle qu'on va avoir, c'est que tu coupes le portable à cette heure-là et il n'y a pas de choix. Mais le problème, je trouve, c'est qu'il dit, je vais juste. Et 40 minutes plus tard, ils sont toujours sur le portable. Et ça, c'est un gros problème aussi. Ils n'arrivent pas à juste dire stop. S'il peut dire stop, ok, mais souvent, je laisse le doigt d'être dans le lit en train de faire quelque chose parce que c'est très compliqué de dire tu n'as pas le droit. Il ne va pas écouter, il ne va pas suivre les conseils, mais il y a quelqu'un qui fait ça. Mais souvent, je dis, ok, tu fais comme tu veux jusqu'à 10h, 9h30, et après, c'est stop. Et ça, je vois beaucoup, mais c'est facile, c'est une activité très passive. Et passif, c'est facile. Si je dis, ok, on stoppe le portable et après, tu vas lire quelque chose. La lecture, c'est le meilleur somnifère du monde. Il n'y a pas beaucoup de personnes, quand ils sont fatigués, qui peuvent lire plus de 1 ou 2 pages. Mais on peut très bien regarder 40 minutes de Netflix, parce que c'est passif. Hein. Mais la lecture, c'est quelque chose d'actif, ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop. Donc pour toi, les conditions idéales pour un bon endormissement, c'est déjà pas d'écran, ensuite de lire,
Ensuite, tu l'as évoqué, c'est d'être dans le noir le plus complet. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a des autres choses, oui. Surtout, on dit calme, ça veut dire bout de caisse. Calme, noir, masque, c'est parfait. Il y a beaucoup de masques, il peut essayer. Température, c'est très important. Donc, 18 degrés, c'est idéal, quelque chose comme ça. Régularité, peut-être le plus important de tout ça, et c'est pas toujours possible quand on est en déplacement, en compète, mais à la maison, s'ils peuvent faire leur mieux d'être réguliers, c'est peut-être la plus importante chose que les athlètes et les gens, le public, peuvent faire, c'est d'être réguliers avec leur sommeil. Même heure de coucher, même heure de réveil. Comme ça, le corps, le cerveau, il comprend que je dois dormir à cette heure-là. Le fait d'avoir un roommate, c'est quelque chose qui est très compliqué pour certains. Je travaille avec pas mal des équipes. On avance on va avoir la liste des jeunes, on prend leurs préférences. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes dormir tôt et se réveiller tôt? Est-ce que tu aimes passer du temps sur ton truc? Est-ce que tu aimes le noir? Est-ce que tu aimes le bruit? C'est quoi ton routine de soir? C'est quoi ton préférence un peu circadien? Donc, nous, on essaie de matcher les roommates. Donc, je vais toujours demander, tu veux pas dormir avec quelqu'un? Il faut que tu me dises. Parce que comme ça, on peut éviter, ça c'est important aussi, si tu es mis dans une chambre avec quelqu'un que, même si tu aimes bien la personne, mais tu sais que ton rythme, ça marche pas, ça peut être très compliqué. Donc moi, on essaye de matcher les roommates par rapport à leurs préférences, leur comportement. Et tu parles de cycle. Est-ce que, parce que d'habitude, on avait tendance à dire, oui, de toute façon, le sommeil, si on s'endort pas avant minuit ou avant 22h, en fait, il y a des gens qui vont plutôt dormir tard, d'autres qui vont plutôt dormir tôt. Est-ce que ça, c'est important aussi à prendre en compte? Oui. C'est sûr que nous, on a tous une propensité génétique un petit peu. Il y a ceux qui sont très très tôt. Moi, je suis très très tôt. J'aime bien d'être dans mon lit à 21h. Mais je suis très très tôt le matin. Mais il y a certains qui aiment bien, c'est juste leur tendance biologique, qu'ils sont hyper éveillés jusqu'à minuit. Donc pour ceux, c'est important de matcher. Je ne vais jamais mettre quelqu'un dans une chambre qui veut absolument être dans leur lit à 21h avec quelqu'un qui est hyper alerte jusqu'à minuit, mais il aime bien parler. Ça ne marche pas. Mais c'est compliqué parce que souvent, on a ceux qui ont la tendance d'être tard dormeurs. Donc, ils sont très alertes, en forme jusqu'à minuit, 1h du matin. Mais ils sont obligés de se réveiller à 8h pour leur compète, leur entraînement, n'importe. Donc ça devient compliqué. Quand on insiste, quand on essaye de changer quelqu'un, le rythme de quelqu'un, souvent il y a des problèmes. Par exemple, j'ai des gens qui me disent j'ai un insomnie. Ok, pourquoi? Parce que ça prend 2 heures pour moi chaque soir de s'endormir. Ok, mais est-ce que tu es fatigué quand tu te couches? Non, pas trop. Oui, quand on force quelque chose qui va pas, qui est pas naturel, ça devient un problème, et c'est pas un problème, c'est juste pas l'heure. Mais la vie moderne et la vie sportive, ça demande que on fit un petit peu sur le timing de l'entraînement, le compète. Et c'est quoi ton regard sur tous les petits outils? Enfin, les petits outils, je pense, les tapis de fleurs, il y en a qui utilisent, tu sais, les tapis un peu d'acupuncture, là, avec des petits pics, la qualité du matelas, ou est-ce que ça, c'est des choses qui jouent vraiment, ou t'as pas forcément de... Je crois que ça joue, mais c'est les gains marginaux. Je crois qu'il y a, pour la plupart des personnes, la plupart des athlètes, il y a beaucoup à faire sur les bases. Dès que les bases sont top, ok, donc on passe là-dessus. Mais oui, bien sûr, il y a des petites choses qui peuvent jouer, mais pour la plupart des gens, c'est la régularité, la température. Gère l'environnement un peu mieux. Gère ton comportement, ton discipline avec le portable, avec l'heure de coucher, l'heure de réveil. Ça, c'est la base. Et après, pourquoi pas. Mais l'alimentation aussi un petit peu. Oui, c'est sûr, le timing. Surtout plutôt le timing. Parce que si on mange très tard, il y a certains sports, il y a certains athlètes qui sont obligés de manger beaucoup et tard. Et ouais, c'est compliqué. Hein. Donc on essaye, je travaille avec les nutritionnistes pour dire, ok, comment on peut changer le timing de chaque repas. Mais oui, il y a certains qui sont très très touchés par l'alimentation. Et normalement, je trouve, c'est plutôt la quantité et le timing. Par rapport c'est pas plutôt qu'ils mangent, c'est que le fait que c'est un gros volume très tard, ouais, ça c'est dur.
Alors, on a parlé de tout le sommeil idéal, mais quelles conséquences justement de ce manque de sommeil sur la performance? Bah écoute, il y a beaucoup des études. Je peux te donner beaucoup des études qui disent si on ne dort pas très bien, on augmente fortement le risque de blessure, notre concentration c'est pas bon, le decision making c'est pas bon, task prioritization, toutes les choses cognitives, attention, vigilance, concentration, toutes les choses, oui, ça a influencé. Je dis souvent, si un athlète peut faire leur mieux la plupart du temps, ça leur donne la capacité de mieux gérer une nuit ou 2 nuits avant une course, avant une compète où c'est très compliqué. Mais fais ton mieux la plupart du temps et on est bien, le corps, le cerveau, il comprend comment ajuster. Mais oui, il y a documenté, très bien documenté, oui, si on ne dort pas très bien, long terme, chronique, aigu, c'est pas aussi grave que ça, mais chronique, long terme, ouais, il y a une forte augmentation dans les blessures, les incidences de problèmes, le mental, le cognitif. Est-ce que c'est une blessure grâce à la fait que la concentration, il était juste pas là, ou est-ce que c'était une blessure parce que il y a un problème un peu plus physiologique? Il y a beaucoup d'études qui montrent oui. Mais le sommeil, c'est quelque chose, je dis jamais, ça peut être parfait, ça doit être parfait, parce que c'est jamais parfait pour les athlètes. Il y a toujours quelque chose ceux qui utilisent caféine, par exemple, ça c'est très compliqué à gérer. Mais il y a certains qui font un compète le soir, il faut prendre le caféine. Ok, mais ça, je trouve dans chaque sport où je travaille, c'est un peu problem solving, un petit peu, parce qu'il y a toujours les problèmes qui sont très spécifiques pour chaque sport. Il faut qu'on travaille avec. Alors, il me semble que tu travailles aussi avec... tu as fait des études pour l'UTMB, là, tu nous en parlais avant qu'on commence. Est-ce que justement, cette privation de sommeil, comment vous l'avez-vous évalué? Alors, c'est bien spécifique, hein, mais quel impact ça a aussi sur les personnes qui vont faire de l'ultra-endurance, des choses comme ça? On voit, ça fait 12 ans, je crois, que je travaille sur l'UTMB, Mont Blanc. À l'époque, j'avais couru toutes les courses, donc j'étais intéressée un peu personnellement parce que je sais qu'est-ce que ça donne, le fait d'être en train de courir pendant 20 heures ou quelque chose. Mais après, dans un point de vue professionnel, c'était super intéressant. J'étais très intéressée comment ils gèrent, comment les coureurs, les coureurs ils gèrent leur manque de sommeil. C'est toujours un peu une partie de notre job, c'est de dire ok. De parler avec les gens aux remises de dossards. Est-ce que tu as une stratégie? Qu'est-ce que tu as prévu? Mais pour ceux qui, j'imagine tout le monde, ils connaissent l'UTMB, mais c'est 180 km et presque 10 000 d'élévation positive. Donc ça prend, la plupart des gens, ça prend entre 40 et 46 heures. Et je demande, c'est quoi ton stratégie? Je n'ai pas de stratégie. Je n'ai pas besoin de dormir. La plupart des gens, ils me disent, ouais, je n'ai pas besoin. On verra. Donc c'est un petit peu de notre job de dire, si vous dormez, vous allez plus vite. Vous voyez que dès qu'ils sont aussi fatigués qu'ils bougent lent, c'est peut-être 1 kilomètre en 15 minutes. Et le fait d'avoir des hallucinations, c'est justement cette privation de sommeil? Oui, c'est une privation de sommeil. Donc pour nous, mais les gens, ils adorent parler de leurs hallucinations. C'est un badge d'honneur, un petit peu. Ouais, c'est trop bien, j'ai vu ça. Non, pour nous, c'est un signe qu'il faut absolument arrêter. C'est un signe de danger. C'est un signe que ton cerveau, c'est en panique, c'est en mode shutdown. Donc, c'est un peu éducatif qu'on dit, no stop, si tu as des hallucinations, c'est un danger. Tu augmentes ton chance d'avoir un problème, tu vas tomber en blessure. Mais nous, depuis des années, on a regardé qu'est-ce qu'il fait, les coureurs, comment ils prennent ces décisions. Et plus récemment, c'était plutôt de quantifier. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui dorment et ceux qui ne dorment pas? Et leur performance. Donc, on a testé avec un PVT, un test de vigilance en 3 minutes, il faut un test de temps de réaction. Après, j'ai mis un actigraphe qui est un accéléromètre, un peu clinique, qu'on utilise dans les recherches. Ils portent ça pendant le course, donc objectivement, on peut voir s'ils ont arrêté, s'ils ont dormi. On demande, est-ce que tu sens somnolent? Donc, il y a quelques points pendant la course. On fait le départ, l'arrivée, et 5, ça change chaque année, mais plutôt 5 points pendant la course. Nous, on a une équipe des étudiants. Et on les attrape. Et on dit, ok, comment tu te sens? Il faut qu'ils nous montrent avec le Karolinska Sleepiness Scale, qui est une échelle, un questionnaire qui est utilisé très souvent dans le monde du sommeil.
Après, il fait un test PVT, test de temps de réaction. Et après, on demande est-ce que tu veux dormir? On n'oblige rien. Est-ce que tu veux dormir, oui ou non? Après, il dort et après, il part et il fait leur vie. Et nous, on peut comparer les données maintenant. Et on voit que, bien sûr, ceux qui dorment, et la performance est beaucoup mieux qui ne dorment pas dans les ravitaux plus loin. On voit bien que la différence, c'est énorme. Ils sont plus contents, leur expérience était mieux. Normalement, ils finissent la course. C'est le premier truc. Ceux qui ne dorment pas, c'est difficile de finir une course comme ça. Mais j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont une difficulté à s'endormir, en fait. Et sur ces courses-là, du coup, oui. Ce type de personnes, ils se disent peut-être, si je mets 1 heure à m'endormir, je vais perdre trop de temps. Alors, comment est-ce que eux, qu'est-ce que tu préconises pour eux, sachant qu'à part trouver des stratégies d'endormissement, peut-être? Oui, c'est ça. Donc, cette année, on a fait parce qu'on voit bien que moi, c'est un petit projet à moi dans ma tête que ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je vois le même situation, je peux dire. C'est poli de dire comme ça, mais le même galère, on peut dire, à la ravito. Le même fatigue, le même difficulté pour tous les gens. Je vois le même. Et malgré tous les avancements, je pouvais dire, tu imagines comme le trail il a changé en les derniers 10 ans. L'équipement, la nutrition, l'alimentation, tout le monde a un coach, les coachings. Il changeait énormément. Le taux d'abandon, ça reste exactement pareil, presque, chaque année. La plupart des coureurs, ils finissent après 43 heures. C'est juste, et je ne dis pas que c'est grâce à le manque de sommeil ou le fait de ne pas dormir, mais c'est juste, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette année, je dis, ok, on va prendre un groupe expérimental et on va faire un petit masterclass. Donc on a un groupe qui est venu à Chamonix, 25-30 coureurs, qui sont venus ici en mai, et on a fait. C'est ceux, bien sûr, qui été volontaires pour faire partie de l'étude. C'est ceux qui ont une faiblesse, qui ont un peu peur de les courses comme ça. Ils ont fait une course comme ça, ils n'ont jamais arrivé à dormir, c'était trop compliqué. Donc, c'est ceux qui ont une certaine faiblesse. Donc, on a pris ici, à ENSA surtout, on fait un boucle, on a vraiment fait une éducation. Comment arriver à dormir? Et moi, mon collègue, on a dit, il faut aligner les planètes un petit peu. Et c'est vrai pour tout le monde, pour tous les athlètes. Pour dormir, il faut être confortable, il faut avoir un confort, il faut avoir le bon environnement. Il faut être somnolent. On parle beaucoup de le fait qu'on est fatigué. Je suis fatigué. Ils sont fatigués, mais est-ce que tu es somnolent? C'est très différent. Les deux choses sont très différentes. Et la capacité d'être capable de bien gérer le lâcher prise, de se calmer un petit peu. Et c'est vrai pour tout le monde. Nous, chaque soir, il faut être confortable, il faut avoir un bon environnement, il faut être somnolent. Hyper important. Et il faut avoir la capacité de lâcher prise un petit peu, on a bien cette peur dans les courses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent non, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas dormir, je n'arrive pas à dormir parce que je n'arrive pas à repartir. Dès que j'arrête, je ne peux plus. Ou je chasse un peu la barrière horaire. Ou j'arrive pas, donc bon, je n'essaie pas. Donc, c'est un petit peu de recadrer, reframe un petit peu ces idées, de leur faire confiance. Oui, c'est un peu lâcher prise, c'est de donner le cognitive distraction technique. C'est de dire que, je te promets, après 36 heures de course, et c'est nuit, et t'es confortable, et t'es somnolent, je te promets, tu vas dormir. Mais il faut qu'ils comprennent bien gérer leur sommeil. Ceux qui ne dorment pas, c'est parce qu'ils sont dans leur ravito, avec le bande musicale à côté, avec les têtes sur la table, comme ça, avec les lumières qui flashent. Donc, c'est un peu éducation. Tu as la capacité de mieux gérer ton corps, de mieux gérer leur sommeil. Est-ce que tu as des temps que tu peux nous donner pour, justement, ça me fait penser à la sieste, notamment quand on dort mal, on se dit on va récupérer avec une sieste, on entend des temps comme 15 minutes, 30 minutes, 45, on entend tout. Ouais. Est-ce que toi, tu peux nous dire quel temps est important pour la sieste? Et voilà. Je crois que la première question, c'est pourquoi il y a besoin d'un sieste? Je crois qu'un sieste, c'est top. Si ça ne touche pas le sommeil de nuit, c'est plus important de dormir bien la nuit. Et ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer d'une mauvaise nuit avec une sieste? Non. Bien, un petit peu, de temps en temps. Mais pas tout le temps. Ce n'est pas une façon de vivre au quotidien. Ouais, si on a des athlètes qui déplacent, oui, ils sont fatigués. Bien sûr, prendre une sieste, c'est top. Mais si j'ai quelqu'un qui me dit, je prends la sieste tous les jours,
bah, pourquoi si tu dors bien la nuit, normalement, tu n'as pas besoin. Je pose des questions quand j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, est-ce que tu as besoin pour un sieste ou est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est juste, j'ai du temps, je suis un peu fatiguée, je vais dormir? Bah ça, il n'y a aucun problème. Et si quelqu'un me dit, j'ai besoin, je ne peux pas fonctionner sans un sieste, j'ai posé des questions que ça, pour moi, ça veut dire que le sommeil la nuit, c'est peut-être il y a des choses à faire. Au niveau de le timing, bah, on dit toujours, on invite un power nap, un micro-sieste, 30 minutes avant 14 heures, bah, c'est top. Mais si ça dépasse 30 minutes, c'est délétère, non? C'est pas que c'est délétère, c'est parce que tu passes dans un stade, en phase de ton sommeil qui c'est très profond. Et après, c'est beaucoup plus dur de se réveiller. Après, on se réveille, c'est dur, on a une inertie, une latence de sommeil c'est juste difficile de se réveiller après. Donc souvent, on dit 30 minutes avant 14 heures, top. Mais si, l'heure de coucher, tu n'arrives pas de sieste. Donc c'est un peu... Moi je voudrais partir sur un autre sujet alors, qui concerne quand même pas mal d'athlètes de haut niveau, c'est sur le jet lag, que ce soit vers l'est ou vers l'ouest. Quel est ton regard là-dessus? Comment on le prépare en fait, ce décalage? Et est-ce qu'il est délétère pour la performance? C'est un sujet très complexe, pas complexe, mais ça dépend. Par exemple, j'ai des athlètes qui viennent juste de partir d'Australie. Ça dépend qu'est-ce qu'il faut faire avant qu'il part, qu'est-ce qu'il doit faire quand il arrive, combien de temps il a quand il arrive. J'ai certains athlètes qui me disent oui, j'arrive, il faut que je fais la compète 2 jours plus tard. Ben, c'est pas possible. Donc, j'essaie souvent de parler avec l'équipe et dire non, il faut normalement, on dit 1 heure, 1 jour par heure de décalage. Okay. Donc, si c'est 9 heures de décalage, il faut être là 9 jours avant le compète. Mais c'est pas toujours pratique. Et ça, on peut pas c'est-à-dire décaler un petit peu son sommeil au fur et à mesure? Oui, absolument. Et c'est ça qui est hyper personnel. Oui, moi, je fais les jet lag plan strategies pour les athlètes, mais qui peut être précis comme tout. Mais il y a certains qui ne veulent pas le faire. Il y a certains qui ne veulent pas suivre Donc, je suis un peu... ça dépend de l'athlète. Bien sûr, la chose qui est très intéressante, c'est bien sûr de gérer la lumière. C'est la lumière qui est le facteur qui gère notre rythme circadien. C'est le plus fort influence. Oui, on peut tout faire pour que tu arrives demain en Australie sans jet lag. Il n'y a pas de problème. Mais ça demande un effort. Ça demande qu'il suit un plan un peu précis. Ou on peut dire, on peut faire un peu basique. On peut parler de... OK, on va faire un peu de sleep banking, une extension du sommeil avant que vous partez. Oui, bien sûr, c'est normal avant une compète. Je demande à les athlètes, dors un peu plus. OK, il y a des stratégies, des protocoles très précis pour extension de sommeil, comment faire. Mais oui, globalement, dors plus. Dors plus avant que vous partez parce que ça va faire mieux, parce qu'on sait bien que le sommeil va être très touché pendant le vol. Il y a certains qui aiment bien prendre du médicament. Je ne suis pas très fan, mais... Mélatonine, ça marche très bien pour les jet lag. J'utilise jamais le mélatonine hors de ce cas-là parce que ça, c'est pas un somnifère, malgré les idées de pas mal de personnes. Mais ça gère très bien le timing de le sommeil. Donc, mais il faut voir si quelqu'un il veut utiliser le mélatonine. Le timing et le dosage, c'est très important. Donc, il faut voir avec quelqu'un qui peut planifier un petit peu comment utiliser. Mais c'est efficace. Tu as des aliments qui sont aussi riches pour la mélatonine, non? Oui, il y a des cerises, cherry juice, c'est pour ça qu'ils prennent les cerises, les choses comme ça. Oui, mais il y a des bases qui sont plus importantes. Ça c'est vraiment les gains marginaux, oui, mais ça ne va pas avoir une influence aussi grande que ça sur un vol d'Australie, par exemple. Mais oui, il y a des aliments. Est-ce qu'il y a de la recherche dans les années à venir qui vont faire que on va avoir une meilleure qualité de sommeil, ou je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites là, notamment avec les nageurs français sur leur qualité de sommeil avec des matelas un petit peu froids. Est-ce que toi tu as entendu parler de choses ou tu sais vers quoi on se dirige? J'utilise les matelas froids avec mes athlètes, c'est trop bien. Il y a une étude qui a été publiée il y a 1 mois qui montre que je peux partager l'étude après avec pour que tu peux mettre, mais c'est publié, c'est énorme. La différence avec un matelas refroidissant, c'est jour et nuit. Mais c'est pas très pratique d'avoir à la maison. Moi, je travaille avec l'équipe qui a la capacité de bouger les matelas,
matelas froid, donc c'est cool. Mais pour certains, je dis, ok, prends quelque chose comme ça à la maison. Au moins, on sait que quand tu es à la maison, c'est pas parfait, on ne dit jamais parfait, mais c'est bien dormir. Exact. Et le matelas refroidissant sont vraiment super. Et je travaille beaucoup, et c'est quelque chose qui est important à dire, avec les femmes maintenant. Beaucoup de travail qui sort avec les femmes, les phases menstruelles. On sait bien dans le phase lutéale, c'est très compliqué. Le chaleur, les bouffes chaleur, de s'entraîner, de faire de heat training. Dans cette phase-là, pendant les règles, menstruation, c'est très compliqué le chaleur. Donc j'insiste un petit peu dans cette phase-là. Je veux un matelas refroidissant. Je pompe, on change la température pendant le mois, cependant où ils ont. Ceux qui n'ont pas de règles, ceux qui sont aménorrhéiques, ceux qui sont RED-S, le thermorégulation, c'est très compliqué. C'est ça qu'on gère beaucoup avec ça touche le sommeil. Donc, ceux qui ont les règles normales, entre guillemets, ceux qui ont des règles qui sont humanorrhéiques, bah oui, on a des soucis avec la thermorégulation, mais ceux qui n'ont pas, ceux qui sont amenorrhéiques ou en low energy availability ou des problèmes de RED-S, bah là, il y a un gros problème avec le thermorégulation. Pas problème, ça c'est un peu trop peut-être. Il y a des soucis avec le thermorégulation. On sait bien que les hormones de sexe, ils gèrent le thermorégulation pour les filles. Donc quand ils sont là ou pas là, ça influence le sommeil. Et souvent, j'entends beaucoup, je dors pas très bien en ce moment-là, ou je dors pas très bien grâce à, donc ça c'est une grande partie de mon travail pour l'instant. Et si tu avais un conseil ou un message que tu voulais faire passer à nos athlètes ou nos entraîneurs sur le sommeil, ce serait lequel? Fais la base bien. Régularité, lumière, froid, bruit. Donc si on gère bien notre environnement et crée une petite routine de soir que tu peux amener partout. Ça c'est important. Si à la maison tu utilises le boule de caisse, le masque, on lit, on fait du stretching, n'importe, tu peux amener cette routine partout. N'importe quel hôtel, n'importe où tu es, si le cerveau il est habitué qu'à 10 heures je dors et je mets mon masque, ça devient un petit peu une réponse conditionnée à tout ce que tu fais. Donc ça aide beaucoup, créer des routines autour de le sommeil. Merci beaucoup Charlotte, Merci, Charlotte. Pour ton témoignage et à bientôt sur un prochain podcast. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre-Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté.